8h05, c'est l'heure de commencer, même si les deux maires qui s'étaient annoncés, M. Furst et M. Roth, M. Roth est là, M. Furst n'est toujours pas là, mais en principe il doit arriver. Bien évidemment, le président que je suis est très heureux de vous accueillir aussi nombreux pour notre premier cycle semestriel 2023. Les remerciements vont évidemment aussi au cinéma Le Trèfle, à Jean-Marc le directeur, à Julien le technicien et à Gaël qui nous accompagne lors de la conférence de ce soir. Vous avez sous les yeux l'affiche de notre cycle semestriel 2020 qui était déjà consacré à apprendre et enseigner en Alsace du Moyen-Âge à nos jours. À l'époque, nous faisions des conférences à la maison des élèves. Nous avions abordé ce thème car l'enseignement et l'éducation sont des enjeux majeurs de toute société, mais aussi parce que l'Alsace, et notamment Molsheim, a été de tout temps une terre d'expérimentation et d'innovation au niveau de l'enseignement. Lors d'un café histoire, Louis Schlefly, notre ancien président, et Dédé Pachot, André Pachot, le curé, ont explicité le rôle des jésuites, des sœurs de Ribeauvillé et l'épisode de la petite Sorbonne dans notre cité lors d'un café histoire. Une visite au musée et une conférence de Loïc Chalmel, professeur d'université, ont rappelé l'originalité et la reconnaissance internationale de la pédagogie de Jean-Frédéric Oberlin, avec plusieurs universités aux États-Unis, en Australie ou au Japon qui portent son nom. C'était il n'y a même pas 2 ans, c'est-à-dire des années-lumière, pendant lesquelles nous avons été confrontés à une succession d'événements impensables. Le Covid d'abord, cette pandémie mondiale aux conséquences insoupçonnées par le biais du confinement, du télétravail et de l'enseignement à distance. Le retour tragique de l'histoire en Europe avec la guerre en Ukraine. 15 jours après l'envahissement du Donbass, les Russes brûlaient déjà les livres ukrainiens pour les suppléer par des livres russes. Impensable de l'accélération du changement climatique, du retour de l'inflation, des pénuries alimentaires. Rien ne sera plus comme avant. Tous les secteurs ont été fortement impactés. Celui de l'éducation et de l'enseignement peut-être plus que d'autres. De plus en plus d'enfants semblent en difficulté. La fonction d'enseignant est dévalorisée avec son corollaire, la crise des vocations. L'enseignement lui-même est devenu objet de contestation. D'autant que chaque jour, le numérique prend une place de plus en plus importante à travers le développement des réseaux sociaux, des nouveaux médias d'enseignement, de l'enseignement distanciel amplifié par le Covid. On discute même de l'intérêt d'apprendre face à l'intelligence artificielle et ses outils révolutionnaires comme les métavers, dont les progrès sont fulgurants. Incapables de jauger leur dangerosité ou leurs bénéfices, on peut se poser la question: quelles sont les facultés propres de l'intelligence artificielle? Sont-elles comparables à celles de notre cerveau humain? L'historienne Michèle Perrault, professeure émérite d'histoire contemporaine à l'université Paris Diderot, l'une des grandes figures de l'histoire des femmes, a dit « L'historien est un guetteur du temps ». Avoir le goût de l'histoire, ce n'est pas seulement voir les structures qui durent, c'est être à l'affût du temps qui passe et de ce qui crée les changements. Le temps est la matière première de l'historien, il est en embuscade et il le guette. Ce qui m'intéresse, c'est la société, le monde, le cours de la vie et surtout les cours du temps, avec les changements qui se sont produits et qui se produisent. Mais le principal, c'est le grand point d'interrogation: qu'est-ce qui va se passer demain? C'est dans cet esprit que nous avons relancé notre cycle de conférences « Apprendre et enseigner ». Notre objectif est d'élargir notre public, de multiplier les regards, les focales, de lutter contre les vérités définitives. Mais surtout, et c'est notre ambition, de créer un espace de discussion entre enseignants, politiques, parents et jeunes, on l'espère, et ainsi questionner l'école, celle d'hier et d'aujourd'hui, et peut-être de demain. Pour nos conférences, nous essayons toujours de partir du local pour envisager le général. Ça ne pouvait pas mieux tomber. Patrick Chanté, le conférencier de ce soir, instituteur,
spécialisé, professeur de collège technologique, a été inspecteur de l'éducation nationale depuis 1985. Il était en poste à Molsheim de 1996 à 2018, avant de prendre une retraite bien méritée. C'est lui le conférencier, je vous demande de l'accueillir chaleureusement. Merci. Merci pour cette introduction assez brillante, Guy. Merci à toutes les personnes qui sont venues ce soir. Je vais vous présenter rapidement le plan et le but. Concernant l'école, nous pouvons l'aborder par de nombreuses entrées, bien des angles. J'ai choisi ce soir de vous faire partager quelques interrogations qui sont le fruit du travail de 40 ans auprès des élèves, aussi bien en tant qu'enseignant qu'en tant qu'inspecteur. J'ai intitulé cette conférence « L'école d'hier et d'aujourd'hui » à l'épreuve de quelques questions qui illustrent les avancées, les renoncements et les espoirs. Le plan, vous l'avez sous les yeux, et je peux donc rapidement vous rappeler simplement que je ne suis pas historien. Si vous décelez au cours de mon propos des approximations, des erreurs, elles sont tout à fait normales. Premier sujet particulièrement complexe, le plus complexe, c'est le problème de la massification qui s'oppose peu ou prou à la démocratisation. La massification, c'est très simple à définir, c'est scolariser tous les enfants, garçons et filles. Cette ambition fut affichée dès 1792 par Condorcet et elle a été mise en œuvre par la loi 100 ans après. Néanmoins, elle s'est rapidement heurtée à des problèmes sociaux quasi insurmontables. Est-ce qu'il faut obliger les enfants à se rendre à l'école? Or, les parents étaient très réticents, puisque vous n'ignorez pas que les enfants avaient une fonction économique. Les enfants travaillaient, on ne pouvait pas s'en passer. Est-ce que l'école devrait être gratuite? Est-ce qu'il y aurait assez de bâtiments? Y aurait-il assez d'enseignants, quels qu'ils soient? Si on regarde un petit peu les enfants scolarisés, en 1881, l'école accueillait 3,35 millions d'enfants et 30 ans après, ils étaient 4,61 millions. Ce nombre était constant d'ailleurs jusque dans les années 40. Pour qu'on se situe un peu, en 2023, nous accueillons à peu près 6,5 millions d'enfants pour les écoles maternelles et élémentaires. La massification, on va dire simplement, a été réussie. Je ne suis pas certain qu'au cours de la soirée, je puisse répéter ça plusieurs fois. Le défi beaucoup plus complexe, c'est la démocratisation. Les premières réponses tendant vers la démocratisation furent dictées par la loi. Loi fondamentale, c'est la loi Guizot, qui impose aux communes la création d'une école dès qu'il y a au moins 300 habitants. Pour les plus jeunes, les enfants les plus pauvres, l'école serait gratuite. Ce qui est intéressant, c'est que les municipalités ont répondu à l'appel de la loi et se sont mis à construire les écoles. Regardons maintenant quelles sont les étapes suivantes qui tendèrent plus ou moins bien, plus ou moins fortement, vers une démocratisation qui est tantôt ambitieuse, tantôt timide, toutes demeurent inachevées. Quelques étapes de base. 1936, la scolarisation est poussée jusqu'à 14 ans. C'est important parce que, en poussant à 14 ans, on retire progressivement les enfants des usines, des mines, des champs. 1959, la scolarisation va jusqu'à 16 ans. Et on crée les premiers collèges d'enseignement secondaire. Certes, sans accès automatique, puisqu'il fallait
quelques années avant, faire un examen, et à 59, encore un dossier d'entrée. Ce qui veut dire que tous les enfants ne rentraient pas au collège. Ces problèmes liés à la démocratisation sont de plus en plus complexes. Dans les années 50-60, c'est la période qu'on appelle du baby-boom. Il y a un accroissement très important des écoles, de la population scolaire, et un énorme besoin d'emplois qualifiés à tous les niveaux. Mais pas seulement qualifiés. Vous savez très bien qu'on avait également besoin d'emplois non qualifiés. C'est ce qu'on appelait à l'époque, pardon pour le terme, les SOS, les ouvriers spécialisés. Ils n'avaient spécialisé que le nom. En 1947, on a, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, imaginé un plan très très ambitieux pour tendre vers la démocratisation. C'était le plan Langevin-Wallon. Ce plan prévoyait 5 points fondamentaux. 1. Scolarité obligatoire jusqu'à 18 ans. Sélection éventuelle à 15 ans en 3 voies non étanches. Une approche pédagogique fondée sur les sciences de l'éducation et la psychologie. Une organisation scolaire décentralisée, donnant qu'au département. Et une école ouverte sur le monde. Ce plan n'a jamais été mis en œuvre. Quelques années après, des réformes importantes virent le jour. 1959. L'examen d'entrée en 6e est cette fois définitivement supprimé, le dossier maintenu. De ce fait, on observe une rupture avec l'unicité de l'école primaire par la création de filières dans les collèges, ce qu'on appelait à l'époque collège d'enseignement secondaire. L'école primaire était un enseignant, une classe, une voie. À partir de 1959, nous avons 3 voies. La première voie se prépare aux études longues, collège, lycée, enseignement supérieur. La deuxième voie, c'est les écoles, les études courtes et professionnelles. Les enfants rentraient au collège d'enseignement technique, ce qu'on appelle maintenant le lycée de métier ou le lycée professionnel. Et puis, la voie 3, qui porte de drôles de noms, transition, classe pratique, classe pré-professionnelle du niveau. Ce drôle d'appellation couvrait une situation extrêmement triste. Il s'agissait d'enfants considérés comme incapables de suivre une scolarité ordinaire, fût-elle aménagée de la voie 2. Ces classes accueillent les enfants à 14 ans. Certains sortaient timidement de l'école primaire, d'autres avaient tenté une classe de 6e, et ces enfants étaient destinés à alimenter rapidement le marché du travail sans la moindre qualification. Il se trouve que j'y ai enseigné, que c'était ma spécialité, et je peux vous dire que les adolescents qu'on y accueillait étaient des enfants qui avaient été tous traumatisés par l'échec. Ils étaient stigmatisés, considérés comme étant inaptes à quelque étude que ce soit. Nous avons rencontré au cours de l'histoire une célébrité qui contredit tout ceci. Pour sourire, je dirais simplement que Sandrine Bonner, actrice française bien connue, a fréquenté ces classes pendant 2 ans. On a le constat qu'on peut réussir. 1969, une date extrêmement intéressante. Nous sommes au lendemain des mouvements de mai 68. Le ministère d'alors considérait que si la rue bouge, l'école devait également bouger. Et que donc il fallait mettre un petit peu d'oxygène, mettre un petit peu de vie, mettre un petit peu d'air, de respiration dans les écoles. Et on a inventé quelque chose qui a beaucoup fait sourire et pleurer les enseignants, c'est ce qu'on appelait les activités d'éveil. Ça recouvrait normalement l'histoire, la géographie, le travail manuel, les sciences, j'en passe et des meilleurs. Beaucoup d'auteurs brillantissimes ont écrit des montagnes de bouquins là-dessus. Je ne suis pas certain que les enseignants aient pu comprendre de quoi il s'agissait. Le livre le plus drôle qui était écrit pour illustrer un petit peu
dirais, la vanité de cette mesure, c'était le fameux poisson rouge dans le Perrier. Qu'est-ce que signifie cette métaphore? Il s'agissait en fait d'accueillir en classe des observations faites par les enfants, des expériences suscitées par eux. Un enfant qui apporte en classe un bout de bois, bien il appartient à laquelle s'interroger qu'est-ce que c'est que ce bout de bois, à quoi il sert. C'est demandé de la part des enseignants une préparation fort difficile, une improvisation qui n'est pas le fait de l'école primaire, et surtout le sentiment de ne pas construire, de ne pas structurer des savoirs précis. La réforme de 1975, qu'on appelle également loi Abi, institue le collège unique. C'est vraiment très important puisque maintenant, les filières sont redonnées. Il n'y a plus voie 1, 2, 3. Tous les enfants rentrent en 6e. Vous vous doutez bien qu'une réforme peut décider d'une mesure, une réforme ne peut pas transformer les enfants. Toujours pour tendre vers la démocratisation, d'autres lois importantes ont vu le jour. 1981, probablement celle qui a le plus fonctionné, c'est la création des zones d'éducation prioritaire qui fonctionnent toujours par Alain Savary. L'idée était très simple, donner plus à ceux qu'on a moins. Plus, ça veut dire plus d'enseignants, plus de concertation entre enseignants, plus de moyens d'enseigner, et surtout l'acceptation que certains enfants ont des difficultés, il faut leur apporter un enseignement plus adapté. Les dernières mesures en date dans ces classes, elles ont été mises en place il y a quelques années, c'était de faire fonctionner le cours préparatoire et le CE1 avec des effectifs réduits, une quinzaine de gosses. Cette mesure est indiscutablement une mesure de démocratisation. Est-ce qu'elle a effacé les difficultés? Non. Elle est en tout cas reconnue. 1985, un ministre particulièrement, comment dirais-je, enthousiaste, Jean-Pierre Chevènement, a regardé un petit peu autour de lui dans les autres pays, a regardé surtout du côté du sud-est asiatique, et s'est rendu compte que dans beaucoup de pays qui étaient en train d'émerger sur le plan économique, les enfants allaient tous au lycée et préparaient des examens comparables au baccalauréat. Il a donc fait un pari. Il a fait le pari disant qu'en l'an 2000, 80% des enfants d'une classe d'âge pourraient tendre vers les baccalauréats. Nous sommes en 1985, il s'est donné 15 ans. Il a réussi. Et il a une idée géniale, parce qu'il a créé en même temps ce qu'on appelle les baccalauréats professionnels. Pour les élèves qui seront entrés en lycée professionnel, ils avaient le CAP, le BEP, et là, ils auront droit à faire un bac professionnel, qui est un examen reconnu par l'ensemble des chambres des métiers, et qui permettait même aux enfants de préparer un DUT, un BTS ou d'aller en fac. Mesure de démocratisation qui a effectivement fonctionné, et qui a surtout donné ses lettres de noblesse à la filière professionnelle. Et puis, très peu de temps après, une loi très importante, la loi de 1989. Cette loi très ambitieuse et les décrets de 90 qui ont été rédigés pour la mettre en application répondaient à une idée. Mettre l'élève au cœur des apprentissages. Mettre l'élève au cœur des apprentissages. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire toutes les initiatives qui sont prises, toutes les mesures, toutes les actions, toutes les décisions vont obligatoirement d'abord dans l'intérêt de l'enfant. Alors, dans les écoles primaires et dans les collèges, on a mis en place toute une série de dispositions qui visaient à mieux penser l'intérêt de l'enfant. Mise en place d'un projet d'école ou projet d'établissement dans les collèges et lycées. Des programmes par cycle de 3 ans. Une concertation régulière entre enseignants. Et la création d'un corps de profs des écoles qui était sur la même échelle de rémunération
que les professeurs du collège et lycée. Mesure un petit peu plus contestée. La grande section d'école maternelle est adossée au CP-CE1 pour former le cycle 2. Cette décision a déclenché la colère des enseignants de maternelle très attachés à une école suffisant à elle-même. Pourquoi? Si on rattache la grande section au CP et au CE1, ça veut dire que cette classe devient une classe préélémentaire. Or, l'école maternelle a d'abord besoin de fixer ses propres objectifs et de suivre son propre cheminement selon sa démarche qui lui est propre. Ces débats demeurent actuels. Ces textes, très ambitieux, largement explicités, trouvèrent des échos plus ou moins forts dans les écoles. Je reste persuadé que le temps a manqué aux enseignants pour le s'approprier pleinement. Ça veut dire que d'autres réformes ont malheureusement suivi assez rapidement, et cette loi très ambitieuse et généreuse, on n'a pas eu le temps dans les écoles pour en mesurer toute la saveur et surtout pour en cueillir les fruits. À partir de là, on peut creuser un petit peu le deuxième problème qui se pose à l'école, c'est réformer d'un côté et de l'autre côté se confronter à ce qu'on appelle le conservatisme pratique. Au début du XXe siècle, les innovations, les alternatives pédagogiques étaient surtout le fait de pédagogues inscrivant l'instruction des enfants dans un projet philosophique ou politique. On pensera à Freinet, on pensera à Descroliers, Montessori, Houry, Steiner, etc. On constatera après 1968, une succession de réformes initiées par les différents gouvernements. Or, dans un cas comme dans l'autre, les enseignantes et les enseignants s'appuyaient sur bien d'autres bases pour exercer leur métier. Les compétences professionnelles maîtrisées, les manuels disponibles, les convictions personnelles, la pression des familles, ou tout simplement l'incapacité, l'impossibilité d'enseigner en tirant du bord comme un voilier de course. Plus que du conservatisme, il s'agit de faire l'école de façon à ce qu'elle soit profitable aux enfants, compréhensible par les parents, qu'elle ne heurte pas le sens commun. Sur le plan professionnel, l'enseignant préférera toujours perfectionner ses démarches qui ont fait leur preuve, tout en se permettant des moments de respiration par les activités facultatives telles que les classes de découverte, les projets nature, etc. On rappellera que au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, on changeait de ministre tous les 18 mois et on recevait une réforme tous les 2 ans. C'est en partie cet état de fait qui expliquait non pas la frilosité des enseignants, mais le fait qu'ils aient tendance à se replier un petit peu sur ce qu'ils savent faire et bien faire. Aujourd'hui, est-ce que nous avons abandonné cette course à l'échalote? Pas du tout. Si vous suivez un petit peu l'actualité, vous avez dû entendre parler de l'école maternelle obligatoire à 3 ans. Ça, c'est pour se faire joli. Un quart d'heure de maths par jour, une dictée par jour, des activités physiques quotidiennes, l'uniforme, j'en passe et de meilleur. J'appelle ça des soubresauts de réformation. Ce genre de soubresauts, conjugué à ceux des médias, voire des suppliques des parents qui savent ce qui est bon pour leur enfant, génère un quasi-immobilisme. Dans le monde enseignant qui regarde, écoute, attend, pendant ce temps, discrètement, sobrement,
mais joyeusement, dans beaucoup de classes, on cherche, on essaye, on innove, on communique ce qui marche. Je veux dire par là que, au-delà des réformes, au-delà d'un certain conservatisme, dans maints endroits, bouillonne une fièvre innovante. Pour conclure ce chapitre, on se rappellera que cette farandale réformatrice n'a aucun équivalent chez nos voisins européens. En outre, de nos jours, une nouvelle frénésie s'est emparée de l'autorité ministérielle ces dernières années, à savoir le pilotage par l'évaluation. À tout moment de la scolarité, au début, enfin, en cours de cycle, on consacre beaucoup de temps à mesurer les savoirs des enfants. On les compare entre cantons, on les compare entre nations, on stresse les enseignants, on angoisse les parents et les enfants avec des procédures de la complexité et de la densité rendent leur usage en classe très contraignante. Mais les médias en font leur gorge chaude entre deux faits divers. Bonsoir, monsieur le maire. Point 3. Ces paradoxes, mis à jour, nous amènent à nous interroger sur le rapport entre l'école et la société. Une question. Qui influence qui? Pour les fondateurs de l'école, en particulier l'école républicaine, on pensera à Condorcet, à Rousseau, celle-ci était le creuset de la citoyenneté dans sa dimension sociale et la source de l'épanouissement de chacun. À la fin du 19e et au début du 20e, la formation à l'esprit et la vie républicaine passait par l'enseignement de la morale laïque et de l'instruction civique en remplacement des préceptes religieux. De surcroît, les enfants quittant l'école avaient pour rôle de transmettre à leurs parents les valeurs d'une démocratie naissante. L'école est-elle encore un influenceur aujourd'hui? Tant de médias, tant de leaders d'opinion d'obédience diverses et rarement désintéressés pèsent sur l'intelligence et les consciences des enfants et surtout des adolescents. L'école ne parvient plus à se protéger des crises sociétales qui traversent les valeurs fondamentales, ou bafouées ou écornées, et se mélange à d'autres injonctions ou incantations parfois tentatrices. En outre, dès qu'un prof des écoles s'autorise à dispenser pleinement le programme d'éducation civique, il se heurte fréquemment à des inquiétudes, voire des réactions de rejet de certains parents dont le système de valeurs se distingue en tant soit peu de celui de l'école. Un exemple parmi d'autres. L'école primaire et le collège essayent d'inviter les enfants et les former à la coopération. Or, on nous a demandé, on nous demande encore de les éduquer à la compétition. Exemple, on nous demande de réinstaller, de remettre en place les classements et les notes sur 20 avec 2 chiffres en plein virgule. J'ai pu, de ma fonction d'inspecteur, observer bien des renoncements, bien des affaiblissements, de nobles maximes républicaines par crainte de heurter les uns au risque de ne pas assumer sa mission éducative. Et pourtant, notre école tire aussi sa grandeur en mesurant les déterminismes, les stratifications sociales, le mépris du droit commun, pour s'en garder, s'en écarter et suivre son chemin, conduire tous les élèves, chaque enfant, vers son développement personnel et sa capacité à bien vivre avec les autres. Un exemple qu'on méditera toujours, c'est l'école maternelle, qui persiste à cultiver son jardin et ne se préoccupe d'abord
de chaque enfant avant de viser la conformation à une quelconque mode. Afin de poursuivre notre cheminement dans les complexités de l'école, on va tenter de distinguer quelques verbes qui nous gouvernent. Transmettre, enseigner, professer, éduquer. Autant de verbes qui, amalgamés, s'égarent dans le verbe apprendre. Étymologiquement et historiquement, on pourra clarifier un peu le sens de certains verbes. Instruire, c'est élever, former l'esprit. Enseigner, c'est d'abord signaler, montrer. Transmettre, c'est faire parvenir quelque chose à quelqu'un. Apprendre, c'est prendre, étudier, acquérir. Mais nous avons tendance à utiliser le verbe apprendre, qui est l'acte de l'élève, pour désigner également l'acte du prof qui est enseigné. Or, en pédagogie, ces verbes recouvrent des acceptions fort distinctes les unes des autres. Le mode de transmission privilégié de l'enseignement supérieur consistant à enseigner en professant sous la forme frontale et magistrale des lois, des théories, des thèses, des analyses, des synthèses, des expériences, ont beaucoup inspiré les démarches en vigueur dans les lycées et collèges. Si la finalité est d'instituer des connaissances, les organiser, les structurer, cette démarche brillera par son efficience auprès d'un public fortement adapté aux aptitudes dites scolaires. Écoutez, restez longtemps concentrés, ça va prendre des notes, associer les savoirs nouveaux à ceux qui sont maîtrisés, mémoriser, exposer, généraliser, et enfin parler une langue aussi proche que possible de celle de l'école. Cet élément est déterminant pour la suite de nos travaux. A contrario, auprès d'une classe très hétérogène, elle se heurtera aux esprits peu habitués à des exercices intellectuels complexes, répétitifs, contraignants, pour un nombre significatif d'enfants. Pour ces enfants, des approches impliquant d'autres modalités d'appréhension des compétences seront requises. Elles sont le propre de l'école maternelle et élémentaire. On encouragera donc ces enfants, d'abord, à se confronter à une situation motivante, à décrypter, comprendre des énoncés, distinguer les constantes des variables, repérer les relations entre les variables et les constantes, trouver les ressources nécessaires, explorer par tâtonnement, coopérer entre élèves, confronter les résultats, attribuer à l'erreur le seul statut qui leur revient, une étape dans le raisonnement. Ces démarches d'accession à la culture scolaire peuvent également nous éclairer sur l'acquisition des savoir-être qui relèvent des verbes éduquer et instruire. À cette fin, on songera à une force de notre école française. Éduquer relève autant des familles que de l'école. On songera aussi à la maxime « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». On songera au principe de l'honnête homme, ancêtre de l'humaniste universaliste. Cet humanisme scolaire est un contrepoids au yaka et au faux que. Dans cette perspective, à l'école, il appartiendra aux élèves de percevoir puis de comprendre. Pourquoi apprendre? Comment apprendre? Avec qui et pour qui? Il s'agit de soumettre les classes à l'indispensable esprit critique face au pseudo-savoir, aux pseudo-valeurs qui envahissent leur quotidien. Cette brève évocation de ce qu'est ou n'est pas l'enfant apprenait nous amène inévitablement à la prise en compte de l'enfant en difficulté. Le niveau baisse,
C'est une phrase définitive qui concerne autant l'eau potache que le niveau du Rhin en été. Qu'en est-il vraiment? Du temps du soi-disant glorieux certificat d'études primaires, proposé aux seuls bons élèves, et du baccalauréat offert à une élite, le même propos était bien sûr déjà avancé. De nos jours, nous disposons de quantité d'outils de mesure des performances des élèves qui affirment grosso modo les mêmes données. Si on regarde au-delà des chiffres, nos élèves sont plutôt fâchés avec l'orthographe et perplexes devant la grammaire. Ils sont capables d'effectuer les 4 opérations, mais se heurtent à la résolution de problèmes mathématiques complexes. En langue vivante, les germanistes bredouillent un peu l'anglais. Au passage en collège, bien des enfants ne parviennent plus à mobiliser leurs faibles acquisitions. Tous les chercheurs contemporains s'accordent à affirmer que cette charnière CM2 6e est le nœud gordien de la scolarité obligatoire. L'observation des élèves au travail, dans leur classe, ma propre expérience d'instituteur, de professeur, d'inspecteur, auprès d'enfants et d'adolescents m'enseigne que bien plus de facettes de la difficulté scolaire que la masse des chiffres qui harcèlent les enseignants et troublent les familles. Nous allons essayer de voir ensemble l'effroyable complexité des difficultés. À l'heure actuelle, les enfants savent faire maintes choses que leurs aînés, leurs grands-parents ne savent pas faire. Mais ces choses sont fort éloignées du champ culturel de l'école, fort distantes des moyens d'apprentissage mobilisés pour le prof des écoles. Rappelons-nous que du temps du fameux certif, l'école était le principal, parfois le seul creuset des connaissances. De nos jours, existe-t-il le choix, de nos jours, il existe le choix, par exemple, entre mémoriser la table de multiplication ou se précipiter sur le smartphone, entre rédiger un compte-rendu d'expérience ou gribouiller un texte pour dire « ça marche », travailler avec les copains pour explorer un biotope original dans le village ou s'égarer dans un millier de sites web le soir tout seul dans sa chambre. Ces oppositions, un peu exagérées, n'affectent pas les enfants qui réussissent. Mais qu'en est-il des enfants pour qui apprendre est une douleur ou un ennui? Parmi les facteurs qui freinent, voire limitent la capacité d'apprendre, ce soir, on n'évoquera pas les déficiences mentales, car ce handicap mérite bien sûr une conférence spécifique. Je m'attacherai donc à distinguer quelques résistances à une scolarité réussie, surmonter ces verrous et le cœur du métier de prof des écoles et de prof de collège. D'abord, la proximité culturelle des familles avec l'école. Bien des sociologues, dont Mérieux, ont analysé le rapport entre l'intérêt que les parents portent à l'école et la motivation de l'enfant à s'approprier le modus operandi de l'école. Ces mêmes sociologues nous rappellent que l'absence de projection d'une saine ambition chez leur enfant n'encourage pas celui-ci à effectuer les efforts intellectuels requis par des mémorisations, des raisonnements, des lectures longues. En outre, certains enfants ont dans leur environnement proche l'exemple de pseudo-réussite sociale. On pensera au cousin qui n'a rien fichu en classe et qui roule en BM. Par ailleurs, d'autres enfants grandissent dans des milieux où les difficultés de la vie quotidienne sont telles. Mauvaise alimentation, manque d'espace, problèmes relationnels, affectifs, que ces enfants perçoivent leur école soit comme un havre de paix, soit comme un champ de bataille. Enfin, apparaissent parfois des problèmes insolubles.
des déficiences psychomotrices, une vue ou une ouïe non corrigée, une lenteur de raisonnement, une langue française peu ou mal parlée hors de l'école, une compréhension hésitante ou fluctuante des mécanismes lexicaux, mathématiques ou linguistiques, un rapport conflictuel avec l'autorité magistrale, et enfin, pour certains enfants, la timidité, l'angoisse, qui empêche même d'interpeller la maîtresse ou le maître. S'approprier et structurer de nombreuses compétences devient parfois décourageant quand ces facteurs sont réunis. Et c'est là le nœud de la difficulté. Ce sont toujours un certain nombre de facteurs, parmi ceux que j'ai cités et d'autres, qui interagissent. Autrement dit, qui handicapent l'enfant parce qu'il est en prise avec trop de facteurs qui ne lui donnent pas la liberté de s'ouvrir au savoir. Malheureusement, la période de crise sanitaire en mit quelques-uns en exergue. Les enfants habitués à un seul repas correct par jour grâce à la cantine furent repérés comme étant sous-alimentés. Les écoles ou le restaurant scolaire étaient fermés. D'autres enfants présentèrent des signes de détresse affective qui nécessitèrent des prises en charge par les psychologues de l'éducation nationale, par les rééducateurs et d'autres thérapeutes. Trop d'enfants ont subi et subissent encore des retards dans les soins pédiatriques à l'hôpital. Un tiers des élèves d'aucune condition minimale pour travailler à la maison. Pas de place. Il y avait parfois 3-4 sœurs. Pas d'ordinateur. Pas d'accompagnement efficient. D'où un découragement croissant. Sont apparus des cas de maltraitance. Trop d'enfants furent privés d'activité physique, dont celle, bien sûr, au milieu aquatique. Du côté des enseignants, on découvrit un nouveau métier. Faire classe sans la présence d'enfants. Les experts des pleins et des liés au tableau se transformèrent en dresseurs de souris, peu coopératives, devinrent des explorateurs d'outils informatiques manifestant autant d'humour qu'un inspecteur lombalgique. La tâche fut aride, peu gratifiante. Ces défis professionnels révélèrent, en les amplifiant, les carences en matière de formation initiale et continue. Néanmoins, une bonne part de nos élèves y ont trouvé de nouvelles conditions pour exprimer leur savoir. D'autres n'ont quasi rien fait. Certains perdirent carrément le goût de l'exercice bien fait. Une réflexion quasi utopiste s'est engagée pour examiner la dialectique entre l'acte pédagogique du prof et l'apport des outils multimédia. Guy Muller en a parlé mieux que moi tout à l'heure. Petit clin d'œil en passant, cette problématique multimédia avait déjà effleuré nos écoles avec l'apparition de la téléscolaire il y a 60 ans. Pour conclure, quelques remarques aussi fragiles qu'impertinentes. Notre école publique est une terre de contraste, à l'image de la société. On y rencontre bien des peines, autant de labeurs et bien des bonheurs. Des questions. Saura-t-elle, ainsi qu'elle le fit il y a un siècle, jouer un rôle moteur dans le progrès de notre civilisation? Saura-t-elle défricher des champs culturels, des paysages du savoir, des formes de vivre ensemble qui lui sont propres? Ou sera-t-elle perméable aux influences sociétales? Notre école y trouverait une nouvelle aura en osant faire le tri entre ce qui la grandit et ce qui lui nuit. Repliée sur elle-même, elle protégerait les enfants les plus fragiles des agressions que se créent les obscurantismes, les dogmatismes et le passéisme. Où se situe l'équilibre que réclamait déjà le plan Langevin-Wallon? Mesdames et messieurs, il est dans un débat permanent
humble, lucide mais optimiste. Je vous remercie et vous invite à l'engager. Merci beaucoup, Patrick. Je crois que nous avons eu le privilège de bénéficier d'une longue expérience, d'un bon esprit d'analyse, de constat et de proposition. C'est comme ça qu'on peut ouvrir le débat. Je regrette qu'on n'ait pas pu projeter davantage d'éléments directement, et je vais peut-être proposer à Patrick, s'il en est d'accord, qu'il nous donne son texte. On va peut-être en faire une synthèse et on le mettra sur le site internet de la société. Je pense que vous aurez tous beaucoup de plaisir à le lire tranquillement. On ouvre la foire aux questions. Pour commencer, il y a une question que je voulais poser d'emblée, qui était d'ailleurs dans le plan. Je vais essayer de revenir un peu en arrière. Lorsqu'on a montré les différentes lois, il y a un moment où il y a marqué 1870-1918, l'Alsace et la Lorraine sont sous influence allemande. Le résultat pratique de tout ça, c'est qu'il y a des lois françaises qui n'ont probablement pas été appliquées en Alsace ou appliquées plus tard, et des conséquences de la présence allemande dont il faudrait parler aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'original dans la pratique de l'enseignement et de l'éducation en Alsace par rapport à la France de l'intérieur? Oui, alors, comme je l'ai dit au début de mon intervention, je ne suis pas historien. Néanmoins, sur la demande express de Guy, je me suis penché un petit peu sur ce que j'ai appelé les particularismes de notre académie, ou plus largement de l'Alsace-Moselle. Et j'ai essayé de distinguer, on va dire, trois moments. Trois facteurs qui nous gouvernent et nous gouvernent toujours. D'abord, sous le régime, je dirais, national. Une loi très très importante a succédé à la loi Guizot, c'est la loi Fallou. La loi Fallou est restée en application sur le territoire national jusqu'en 1905, mais cette loi a été, comment dirais-je, confirmée par le régime prussien dès sa prise de pouvoir en 1871. Rappelons qu'en 1850, suite à la loi Guizot, la langue française se généralise en Alsace, où beaucoup de communes, notamment chez nous, dans les deux départements, se doivent d'une école. C'est 90% qui, grâce à la loi Guizot et à la loi Fallou, ont fait l'école. Alors, si on veut essayer d'y voir clair, il faut un premier distinguo. Distinguer d'un côté le concordat et de l'autre côté le statut scolaire. Le concordat est très simple à comprendre, puisqu'il est toujours en vigueur chez nous. Je retiendrai en fait simplement trois faits, puisqu'ils nous concernent encore. Les ministres de culte sont salariés par l'État, l'évêque de Strasbourg est nommé par le chef de l'État, et l'enseignement religieux est obligatoire à l'école et au collège. Une dérogation existe depuis longtemps, sous diverses formes que je ne commenterai même pas. Ces dispositions n'ont jamais été abrogées, mais très souvent amendées ou reconduites. Ce qui est plus important, mais beaucoup plus compliqué, c'est le statut scolaire en Alsace-Moselle. Si la loi Fallou a été abrogée sur le plan du territoire national, par la loi de 1905, elle a été maintenue chez nous immédiatement par la prise de pouvoir du Reich, qui a considéré que l'ensemble de ces dogmes étaient de même nature que ceux qui figuraient dans les dogmes du régime du Reichsland, le régime confessionnel, et toutes les lois impériales sont confirmées pendant 1050 ans, et curieusement, en 1919, au moment où la France a récupéré l'Alsace et la Lorraine, beaucoup d'élus en Alsace ont souhaité conserver les lois qui dataient aussi bien de Fallou que de l'Empire prussien. Donc ces lois ont été, même si elles ont été amendées, confirmées. Il en va de même d'ailleurs après la Seconde Guerre mondiale, puisqu'une ordonnance de septembre 1944
confirme l'ensemble des droits spécifiques à ces deux départements et la Moselle. Ce qui est confirmé en 1944 et repris en 1974, c'est l'heure de l'enseignement religieux, qui est dispensé soit par les ministres du culte, soit par les enseignants volontaires. Je rappelle que régulièrement, depuis 1944, un texte paraît tous les 10 ans pour confirmer ceci. Actuellement demeure chez nous un seul débat qui a son importance, ça concerne la dérogation. Un certain nombre de personnes souhaiteraient conserver le principe, l'enseignement religieux est obligatoire, les parents qui ne souhaitent pas sollicitent une dérogation, d'autres souhaiteraient l'inverse, à savoir les parents qui souhaitent l'enseignement religieux en font la demande. Le débat est ouvert depuis 1980 et à mon avis, je ne suis pas certain de vivre sa fin. Ça, c'est le statut scolaire local. Je dois dire que, autant que dans certaines périodes, il a soulevé un certain nombre de protestations, autant qu'aujourd'hui, il est souvent cité un exemple. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est basé sur la tolérance. Et la laïcité fait partie de cette tolérance. Autre particularisme propre au Bas-Rhin, au Haut-Rhin et à la Moselle, c'est l'enseignement de langue vivante. Et c'est très intéressant parce qu'on ne trouve pas l'équivalent dans d'autres régions de France. Quelques dates qui gouvernent cet enseignement. 1972. L'inspecteur Georges Oldried ambitionne d'introduire l'enseignement d'allemand au cours moyen grâce à une méthode audiovisuelle fort moderne et facilitant le travail des instituteurs. J'en parle avec émotion puisque je crois savoir que j'ai été le premier enseigné à l'expérimenter. J'étais à cette époque à l'École normale de Colmar en 1973 et j'avais dans ma classe Georges Oldried lui-même qui a écouté attentivement mes bredouillages à cette méthode. Plus intéressant, 1982, célèbre circulaire rectoral par le recteur d'Aillon, très célèbre en Alsace. Circulaire confirmé par la Secrétaire pour généraliser l'enseignement de l'allemand à l'école et créer des sections trilingues dans les collèges. Donc ça fait maintenant 40 ans qu'une généralisation de l'enseignement de l'allemand est en place dans les écoles primaires et maternelles. Entre 1995 et 2000, on fait un pas en avant grâce à une politique. L'État, la région Alsace, les deux départements et le Bade-Wurtemberg signent une convention pour mettre en place un projet qui s'appelle « Apprendre la langue du voisin » et créer des classes bilingues de l'école maternelle au lycée. Cette convention donne lieu à deux systèmes. Le système commun à tous. 1 à 2 heures d'allemand sont proposées aux enfants dans toutes les écoles, si possible, depuis la grande section. Et pour un cinquième des enfants, donc 20% en Alsace, on met en place un cursus bilingue, autrement dit, 13 heures d'enseignement sont disposées en français, 13 heures en allemand, depuis l'école maternelle jusqu'à l'entrée au collège, où malheureusement, nous n'avons pas réussi à maintenir un système bilingue paritaire. Pour les personnes qui sont, je dirais, du canton, là, ce système d'allemand fonctionne pleinement aussi bien à Mützig qu'à Molsheim. Ça veut dire que dans toutes les écoles de Mützig et de Molsheim, tous les enfants ont droit à 1 heure ou 2 heures d'allemand depuis la grande section et une partie suivent un enseignement bilingue depuis l'école maternelle. C'est le cas à Molsheim depuis 1996, c'est ça, et à Mützig depuis 1998. Donc j'ai préféré être très sobre sur le statut local parce que lorsque l'on regarde de près la stratification des textes, les superpositions entre les textes nationaux, les textes du Reich, les reprises au lendemain de la guerre sont particulièrement intéressantes. Si j'avais eu le temps, j'aurais pu raconter par exemple l'action des députés alsaciens en 1945, dont un certain Henri Meck, qui ont trouvé en fait les mots justes pour que l'Alsace reste ce qu'elle était.
Ça veut dire à la croisée des chemins. Maintenant, je répète, s'il y a des questions, des remarques ou des débats, tout ceci est bienvenu, bien sûr. La parole est à la salle. Je pense que dans l'enseignement, un acteur essentiel, c'est évidemment l'enseignant, mais aussi le maire, notamment en ce qui concerne l'école primaire. Donc je vais commencer, comme d'habitude, à faire poser une première question à Laurent. Mais tu en sais tellement sur l'enseignement que tu vas nous répondre sur une question brillante, comme d'habitude, Laurent. Désolé d'être arrivé en retard, mais la vie associative est toujours dense dans notre commune et dans notre territoire, et c'est un peu le fils d'un stit qui vit toujours en moi. Mais la question fondamentale que je me pose, c'est à quoi ressemblera l'école de demain et quelles seront ses racines par rapport à l'école d'hier? C'est-à-dire que nous avons connu une école, enfin moi j'ai eu 5 ans mon père comme un stit, ce qui m'a valu une chose qui n'est plus possible aujourd'hui. Il avait un truc qui s'appelait la Rosalie, et c'est un bâton de bois que j'ai rencontré de temps en temps. J'ai ce souvenir un peu douloureux, mais j'ai aussi le souvenir d'un très bon enseignant. Et j'avais une école avec beaucoup de valeurs. J'ai eu l'enfance, j'ai le sentiment d'avoir eu une école qui était construite sur des valeurs. Alors on parle toujours de valeurs républicaines, mais d'une école qui était construite sur l'effort, sur la discipline, une école qui était construite sur le groupe, une école qui était construite sur le respect, sur l'acquisition des savoirs. Enfin bref, et c'était des valeurs qui me semblaient extrêmement fortes. Est-ce que nous sommes en capacité de léguer une école, je ne vais pas parler de l'école d'aujourd'hui, mais dans 5 ans, dans 10 ans, dans une école qui soit toujours basée sur des valeurs, est-elle capable d'apporter à notre société la solidité, les fondamentaux que cette école-là a apporté à notre société? Oui, merci pour ces questions, M. Furst. Je vais rebondir un petit peu sur ce qu'avait introduit Guy tout à l'heure pour faire 2 remarques, simplement 2. La première, il y a quelques jours, j'ai entendu un ancien Premier ministre, Édouard Philippe pour le nommer, qui a été sollicité pour commenter une des nombreuses mesurettes ministérielles concernant l'école, et il a répondu d'une manière assez sublime. Il a dit, avant d'évoquer l'uniforme, tel machin, il souhaiterait que de la nation s'engage enfin en débat de fond, associant tous les acteurs et tous les partenaires pour dire quelle école voulons-nous. Deuxième remarque. Il est certain qu'à moyen terme, on va dire d'ici 20 ans, une génération, la somme des connaissances à transmettre, en particulier au collège et au lycée, sera certainement par l'intermédiaire de médias ultra perfectionnés, se fondant sur l'intelligence artificielle d'un côté, et pour ce qui concerne les apprenants, sur les acquis de la science en matière de neurologie. Pourquoi? Parce que pendant 200 ans, on discurait sur les méthodes, par dogmatisme, par conviction philosophique, ou par je ne sais quoi. Depuis une vingtaine d'années, on commence à comprendre quels sont les mécanismes qui permettent à un enfant de bien apprendre ou de ne pas apprendre. Ça veut dire qu'il y a des mécanismes qui empêchent l'apprentissage. Mais, là où Laurent Furst a raison, si sur le domaine des compétences, des connaissances, on dirait théoriques, abstraites, sur la technologie, sur les mathématiques, la physique, un certain nombre d'outils informatiques, holographiques, seront toujours plus efficaces que l'enseignant, nous ne pourrons pas nous passer d'école. Parce que si nous retirons l'école, nous n'apprendrons pas à nos jeunes à travailler ensemble. Aucun outil informatique ne pourra jamais apprendre à un groupe de jeunes à travailler ensemble. Or, une société ne peut que vivre, progresser, cheminer, si les compétences, les connaissances que chacun porte en soi sont partagées. Parce que le progrès vient du partage.
Merci beaucoup. Est-ce que, je ne sais pas, monsieur Rose, vous voulez peut-être intervenir parce que on fait parler les maires d'abord, c'est un facteur essentiel. Et oui, cette marche est trompeuse. Merci de me donner la parole. En tant que maire, effectivement, je dirais la question que je me pose et le cheminement que je fais, c'est que quand on a les enfants en maternelle, pour moi, ce qui est capital, c'est qu'en maternelle, les enfants, je dirais, aient du plaisir à aller à l'école. Il faut vraiment qu'ils aient cette envie de dire, je vais à l'école, c'est bien, j'apprends. J'apprends, je dirais, en jouant. Mais ma question, c'est de dire, aujourd'hui, quand on sort de CP, on n'est pas sûr de savoir lire et compter. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait vraiment qu'on fasse pour qu'on sache réellement lire et compter quand on sort du CP? Et je voudrais juste prendre comme exemple, aujourd'hui, la méthode, la manière dont on apprend les langues. Je dirais, quand on regarde et qu'on se souvient quand on est en 6e ou en 5e, le temps qu'on passait à faire de la grammaire, plutôt qu'à chercher à discuter avec l'autre, c'est quand même un temps, à mon avis, qui empêche de trouver du plaisir à pratiquer la langue. Aujourd'hui, on voit bien qu'on est en frontière, mais ni les Allemands ni les Français apprennent réellement l'allemand, hein, et on part tous sur de l'anglais. Donc pour moi, cette question fondamentale, c'est de dire qu'est-ce qu'il faudrait introduire pour trouver du plaisir. Alors, est-ce que de la pratique de la langue, c'est une chose, et idem pour les maths ou pour le français, est-ce que quelque part, à travers des exercices pratiques, hein, dans les années 75, il y avait les fameux 10% qui étaient en place. Vous savez, où 10% du temps d'école, il fallait faire autre chose. Moi, j'étais au lycée à Célestat, et ils l'appliquaient réellement. Alors, c'est une mine de temps de passé, hein, et dans cette période-là, je dirais, on était dans la période où il y avait Fessenheim qui se mettait en route, donc on avait nos profs qui nous montraient les éoliennes ou les photovoltaïques déjà. Donc voilà, ma question est de dire, est-ce que réellement aujourd'hui, on fait ce qu'il faut pour qu'en sortie de CP, on sache, enfin de CE1, on sache lire et compter, et est-ce que la méthode pour enseigner les langues est la bonne? Oui, Monsieur Roth, permettez-moi de vous taquiner quelques instants. Le maire de Dorlisheim est assez mal placé pour parler du CP, parce qu'il a accueilli dans son école pendant 25 ans une des enseignantes de CP les plus brillantes de tout le département. On est d'accord tous les deux? Ça marche. En dehors de ces cas particuliers. Vous avez mis le doigt sur un problème qui est très français. On va essayer d'en faire le tour. Premier aspect du problème. Aucun autre pays en Europe n'attribue à la première année de l'école élémentaire un poids aussi démentiel qu'en France. Aucun. Certains pays commencent à 7 ans, d'autres à 5 ans, mais aucun pays, sur le plan de la pression sociale, attend tant de l'école CP. Nous avons mesuré, il y a une vingtaine d'années, dans un laboratoire sur l'éducation à Lyon, que c'est au CP que les enfants apprennent le plus de toute la scolarité. Il n'y a aucun autre moment de la scolarité où il y a tant de choses à apprendre. On l'a mesuré. Autre aspect du problème. Nous avons chez nous un grand déficit en langue orale. Plus d'un tiers des enfants, même s'ils ont fréquenté l'école maternelle, manipulent peu ou mal notre langue. Je donne quelques exemples. L'école est le lieu du verbe. Tout passe par le verbe. Parler, écrit, entendu. Tout. Et ce verbe est une langue très construite, très élaborée, très précise, qui parfois est une langue étrangère pour l'enfant. Je ne parle pas des enfants d'origine étrangère. Je parle des enfants qui, à la maison, se font comprendre en bredouillant, en disant 2-3 mots, en utilisant parfois un verbe avec son sujet. Or, à l'école, on utilise des phrases construites, on utilise plusieurs phrases. L'enfant doit même comprendre les subordinations, les enchâssements, les appositions. Et nous avons constaté que lorsque l'enfant manipule peu la langue orale, tous les autres exercices, dépendant bien sûr de la langue orale, il est perdu.
C'est pour ça qu'une des mesures qui a été introduite il y a 2-3 ans, la scolarité obligatoire à 3 ans, semble être une réponse. Elle a été déjà le cas. C'était le cas. Le travail que nous avons fait aujourd'hui, pour répondre à votre légitime question, c'est encourager les parents, sous toutes les formes, c'est possible, pour passer du temps avec leurs enfants autour de la table à parler. Et en parlant, se donner la peine d'utiliser des phrases construites, sujet, verbe, complément, et à répondre aux questions, et à enrichir leurs propos par des mots précis. Nous savons qu'un enfant en difficulté manipule une vingtaine de verbes. Un enfant dégourdi en manipule 500. Réduire le fossé pour l'école, c'est impossible. Troisième aspect du problème, je l'ai évoqué dans mon exposé, je le répète. Tant que l'école était le lieu privilégié, voire unique, pour rencontrer le savoir. Je veux rencontrer. Pensez aux plus anciens, au tableau Rossignol, au fond de nos classes. Nous étions BA, plus BA que de votre tablette. Micro. Parce que c'était, on ne voyait jamais rien. On ne voyait pas le paysage himalayen, on ne voyait pas en fait une souris décortiquée que là. Aujourd'hui, l'école, en fait, apporte si peu de nouveautés, si peu de choses qui concernent l'enfant, que l'enfant, lorsqu'il arrive en classe, est blasé. Donc, imaginons les efforts à faire. Concernant les langues, il y a des élus ici, ils savent ce que ça coûte au département pour mettre en place l'enseignement des langues. Ces mêmes élus savent à quel point nous manquons toujours d'enseignants qualifiés. Je ne parle bien sûr pas d'évolution du multiple, puisque ces deux communes sont privilégiées depuis plus de 20 ans parce qu'elles ont des enseignants qualifiés. Nous manquons terriblement d'enseignants. Mais nous manquons plus que d'enseignants. Pour apprendre une langue étrangère, même une langue du voisin, nous ne pouvons pas le faire comme si nous enseignions le latin ou le grec. Ça ne marche pas. Nous ne pouvons pas nous contenter d'apprendre les verbes forts, les listes de conjugaison, de déclinaison, ça ne marche pas. Lorsque l'un d'entre nous va apprendre une langue étrangère, il ne s'intéresse pas à la grammaire. Moi, je parle 5 langues, mais je ne suis jamais intéressé à la grammaire. Notre école n'a pas trouvé les conditions requises pour que l'enfant apprenne à communiquer. Conditions requises, on va prendre un exemple, dans les pays où les enfants, à 17-18 ans, parlent couramment 2-3 langues. Le cours de langue, la classe, est toujours divisé en 2. Toujours. Et pendant 3-4 ans, on n'y fait qu'une seule chose. On échange, on communique. On enrichit par des thèmes, des discussions, par tout ce qui concerne la vie quotidienne, la vie culturelle. Mais on ne s'intéresse pas à la structure de la langue, ça va être bien après. Nous, on fait exactement l'inverse. Pourquoi ça ne marche pas? C'est parce que n'importe lequel d'entre nous qui fait un séjour, on va dire, de 6 mois dans un pays qu'il ne connaît pas, apprendre la langue par écoute, par imprégnation, par tâtonnement, par échange. Je dis un mot, il est faux, lorsque l'autre ne comprend pas. Il est juste si l'autre me répond justement. On ne fait pas ça à l'école. C'est pour ça que nous avons tellement de mal. Alors, est-ce que nous pourrons un jour nous donner les moyens? Une des idées, c'était les classes bilingues. Mais ces classes bilingues ont un handicap, un seul. C'est que, puisqu'elles s'inscrivent dans le programme national, comme le breton, comme le basque, le corse, même lorsque l'on enseigne en breton, en corse ou en allemand, on doit enseigner le programme. Ce qui veut dire, en géographie, en histoire, en mathématiques, lorsque l'enfant l'apprend en allemand, il a 2 difficultés à surmonter. Des termes très techniques, par exemple la mathématique en CM2 ou en géographie, et en même temps l'obligation de raisonner dans la langue, de produire de l'écrit, et en même temps de communiquer. Et ils sont toujours 25 en classe. Là, je pense qu'on a des progrès à faire. Mais il faut qu'on les fasse. Parce que les pays européens qui ont le plus d'échanges sont ceux dont les citoyens parlent 2-3 langues. Merci. Maintenant, parole aux enseignants. Là, j'espère qu'on peut vous entendre. Là, il y a des tas de sujets. Alors, qu'est-ce qui commence? Bonjour. Merci pour la conférence.
Alors d'abord j'avais une petite remarque et ensuite j'ai une question un peu difficile. La remarque c'est que l'évolution de la manière dont on forme les enseignants en langue étrangère, elle a quand même pas mal évolué les dernières années. Je parle pas assez fort ? Encore plus. Donc c'est vrai que pour avoir des amis qui ont été formés justement en enseignant en langue étrangère, maintenant on accentue quand même beaucoup plus sur l'oral qu'avant. Il y a beaucoup plus de travail qui est fait, il y a beaucoup moins d'accent qui est mis sur la grammaire, donc c'est quand même intéressant de voir que non, il y a une évolution à ce niveau-là, même si à titre personnel, je considère la grammaire quand même comme très essentielle. C'est un autre débat. Et la question que j'avais, vous avez beaucoup mis l'accent sur le fait que l'école, c'était là pour apprendre à travailler ensemble. S'il devait y avoir un objectif principal pour vous, est-ce que ce serait que l'école apprenne à travailler ensemble ou que l'école apprenne à réfléchir et à apprendre? C'est difficile comme question. J'ai assez mal le... On peut répéter s'il vous plaît la question? Plus fort? Il marche pas? Je peux parler très fort comme ça? Oui, essayez. Juste la question. Alors, ma question c'était... Ça va bien? Ouais. Pourquoi on a un micro? Ma question c'était, vous avez beaucoup parlé du fait que l'école serve à apprendre à travailler ensemble. Est-ce que pour vous le plus important c'est que l'école apprenne à travailler ensemble ou que l'école apprenne à réfléchir et à apprendre? Oui. Rappelez-vous la réponse que j'ai faite à M. Fürst. Hein. Nous n'avons peut-être pas besoin d'école pour... apprendre les lois de la physique, pour apprendre les cartes géographiques, pour apprendre l'histoire du Patagonie, pour apprendre des données complexes. On n'en a peut-être pas besoin. En revanche, si nous voulons une société vive, dans la dignité, dans le progrès social, dans la capacité à s'interroger sur sa place, c'est à l'école qu'on apprend. Je prends pour exemple des expériences qui ont été menées en France dans les années 1920 et puis ultérieurement en Angleterre. En France, dans les années 1920, au lendemain de la guerre, il y avait un puissant mouvement pacifiste. Et en même temps que ce mouvement pacifiste est née la volonté de former nos enfants à dire non. Quelques grands pédagogues, je citais Pécroli, Freinet et Montessori, ont essayé d'imaginer une école où les savoirs étaient toujours des lieux d'échange. Autrement dit, dans un petit groupe de 5 gamins, chacun fait une partie. L'agrégation de ces 5 parties constitue un tout cohérent. Pourquoi cohérent? Parce que les missions de chaque enfant du groupe étaient définies, les corrélations étaient définies et les moyens étaient donnés par l'enseignant pour que la production du groupe devienne quelque chose de meilleur que la somme de 5 individus. Alors ça, c'est un travail, si vous voulez, de coopération. En Angleterre, dans les milieux extrêmement pauvres des mines, on s'est rendu compte dans les années 50 que les enfants ne trouvaient la joie que lorsqu'ils étaient avec leurs camarades. Parce que leurs camarades vivaient la même détresse qu'eux. Et les enseignants, nos collègues anglais, ont décidé que l'école fonctionnerait de telle manière que les enfants de la détresse apprennent non pas chacun pour soi, mais là où ils sont entre eux, où la chaleur humaine de l'utilité. À terme, et je reprends ce que disait avec M. Fürst, nous courons un vrai danger, puisque nous savons que n'importe qui peut acquérir un tas de connaissances tout seul, à l'aide d'outils multimédia extrêmement perfectionnés. Et on ne sait pas ce que nous réserve la science dans 20 ans. Est-ce qu'on sera directement connecté sur un ordinateur qui pompe? Peu importe. Mais, est-ce qu'un savoir isolé a du sens? Je réponds non. Ma question c'était plus apprendre à réfléchir qu'acquérir des connaissances, mais que veut dire réfléchir? dans le sens vraiment de processus
d'apprendre à continuer à apprendre et d'apprendre à analyser une information, à prendre du recul. Réfléchir, c'est raisonner. Hein. Raisonner, c'est associer des données. Associer les données, c'est partir du que l'on sait, compléter en structurant. Structurer, ça veut dire que un sous-ensemble, je fais un nouveau sous-ensemble qui va vers un ensemble. Et ce sont des raisonnements complexes, ça veut dire qu'il y a plusieurs interactions. Ceci, on peut le faire seul. Mais est-ce que c'est être un être humain que de le faire seul? Philosophiquement. Donc je réponds plutôt par la philosophie. Est-ce que quelqu'un souhaite encore intervenir, par exemple, sur la crise des vocations dans l'enseignement? Je crois que c'est un sujet intéressant. Là. Il y a une pénurie d'enseignants. Est-ce que quelqu'un veut dire un mot là-dessus? Il y a des enseignants dans la salle. Est-ce que c'est parce que le métier est dévalorisé? Est-ce que c'est parce que la paye n'est pas suffisante? Est-ce que parce que la considération n'est pas suffisante? Est-ce que parce que l'emploi du temps est trop dur? Est-ce que c'est parce que les élèves sont trop difficiles? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole là-dessus? Ouh. Vous avez sûrement résumé tous les problèmes. Ouais, Non, mais... Et je ne suis pas enseignant, je ne suis qu'un modeste ex-médecin. Guy, je vais apporter quelques éléments. Ouais, mais attends, Moi, je peut-être dois que... ajouter quelque chose, c'est que les parents actuels, non, je n'ai pas besoin de les parents actuels ne soutiennent pas beaucoup les enseignants. Hein. Ils sont plutôt à soutenir leurs gamins, hein, qui ne sont pas toujours bien éduqués, et cela pose beaucoup de problèmes aux enseignants. Je ne dis pas que tous les parents agissent de la même façon, mais il y en a beaucoup. Hein. Et ça, on peut ajouter ça à tous les éléments que vous avez indiqués. Il y en a certainement d'autres encore. Merci. Oui, je ne conteste pas ce qui a été dit. Je vais répondre. Je répondrai après. Dans le même cadre, je pense que ce serait intéressant d'avoir votre avis aussi sur la manière de recrutement des enseignants. En particulier, toute cette vague de recrutement de contractuels qui apparemment, d'après les données de la Cour des comptes, serait la solution aux difficultés de recrutement. Alors ça, c'est quelque chose qui vient de l'institution. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir votre avis, parce que l'avis des gens sur le terrain, c'est que ça n'est pas la solution. Ce sont des emplâtres, et on a besoin d'une pensée nouvelle autour de l'éducation, et pas seulement de pansements comme ça. Je ne conteste aucune des remarques, je suis d'accord. Deux compléments. Le premier concernant les parents d'élèves. En fait, on pourrait dire qu'il y a une espèce de rupture du contrat de confiance tacite. On l'a chiffré. On n'a jamais vu autant de familles qui décidaient de scolariser leurs enfants dans le privé. Nous en sommes à la rentrée à 20%, encore absolu battu. En Alsace, c'est 13%. Nous n'avons jamais vu tant de parents qui décident de retirer leurs enfants à l'école et les inscrire à domicile. C'est un exemple très concret. Concernant les enseignants, pour préparer cette soirée, je me suis adressé à un certain nombre de gens, des professionnels en vigueur avec des retraités, et une formatrice qui travaille à Rennes me disait que ce qui angoisse les enseignants actuels, c'est le salaire peut-être, c'est le métier peut-être, mais ce qui les angoisse surtout, c'est être confronté à des enfants dont ils ne savent pas comment les prendre en main. Ils ont la trouille devant les gosses, de leur infinie diversité et de leur réaction imprévisible. Ces gens-là, qui ont été recrutés, sont tous d'anciens bons élèves. La plupart des enseignants qui sont dans les écoles, collèges et lycées, sont tous d'anciens bons élèves. Et ils seront du jour au lendemain confrontés à une classe avec des enfants d'origine multiple et variée, avec des réactions imprévisibles. Et ils en ont peur. Ça, c'est une grosse crise. Sur les contractuels, il se trouve que mon fils est en train de les former en sciences. Je peux vous dire qu'ils s'amusent. Ça veut dire qu'on les pêche par les job dating, c'est comme ça qu'on appelle ça. Hein. On les prend. Moi, je l'ai recruté pendant 20 ans en allemand. Heureusement, on a pu s'en passer à Molsheim. Il s'agit de personnes, si vous voulez, qui font ce métier parce qu'il faut bien gagner des sous.
Et jamais on pourra les titulariser parce qu'ils ont déjà échoué 3, 4, 5 fois au concours. Néanmoins, pendant le Covid, on avait tant de malades. Et après, on avait tant de besoins de recrutement qu'on a trouvé des enseignants, comme on l'a fait en 1960-70, où on recrutait les gens par article dans la DNA. On recrutait ce qu'on appelait à l'époque des suppléants éventuels. C'est les mêmes. Alors, est-ce qu'on arrivera à résorber ça? Je ne vois pas comment faire rapidement. Je ne vois pas comment faire. On parle des salaires. Oui, mais est-ce que j'ai appris de la part des peurs des jeunes enfants est tout aussi fort? Ils ont peur. Alors, cette peur, je vais préciser, hein, c'est pas seulement le gamin qui saute sur les tables, qui crie. C'est aussi, si par exemple, une remontrance est faite à un enfant qui s'est mal comporté. L'enfant rentre chez lui le soir, le raconte à ses parents, le lendemain, 8h moins 5, le parent est dans l'école, pour dire à l'enseignant, vous n'avez pas le droit de dire ça à mon fils. Ça arrive tous les jours. C'est insupportable pour un enseignant, ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est insupportable. Patrick, il y a encore une question là. Oui, non, je voulais juste faire un commentaire. Aujourd'hui, les jeunes qui vont dans les métiers de l'enseignement, on leur demande un niveau master bac plus 5. Or, aujourd'hui, quand il faut faire 5 années d'études supérieures, les jeunes y réfléchissent, ils se disent, si je dois faire 5 années d'études supérieures, je vais avoir un métier qui soit reconnu, respecté, bien rémunéré. Et pour en parler, hein, j'ai 2 enfants, vous le savez, ma femme est enseignante, elle aurait bien voulu qu'un au moins un des 2 enfants devienne enseignant, il n'y en a aucun des 2 qui a choisi ce métier. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le niveau de rémunération des salaires des enseignants, il est le même qu'il y a 35 ans. Il y a un problème. Aujourd'hui, un jeune qui va dans l'usine, qui travaille dans une des entreprises de la région, il a plus de salaire net à la fin du mois qu'un enseignant, à qui on demande bac plus 5. Donc tous les jeunes qui sont un petit peu motivés ou qui ont un certain niveau d'études, ils vont ailleurs. Ça, c'est la première question, un premier constat. Et le deuxième, c'est qu'aujourd'hui, les conditions d'exercice du métier de l'enseignant sont tellement difficiles, parce qu'on a quand même souvent des classes de 25, 30 élèves encore aujourd'hui, alors que dans d'autres pays européens, déjà en l'an 2000, on considérait que pour bien enseigner, il fallait avoir entre 15 et 20 élèves. Donc ça, c'est aussi une réalité. Et la France ne sait pas s'adapter à ça. Je pense que si, il y a aussi un autre constat qui est fait, dans des pays comme l'Allemagne, l'Autriche ou d'autres pays, il y a des ministres de l'éducation dans chaque langue, dans chaque région. Si on était en Allemagne, M. Fürst serait certainement ministre de l'Éducation. Il pourrait décider et gérer son personnel localement, ce qui n'est pas le cas avec le système français. Bonsoir. Je n'ai pas la question de répondre à monsieur, mais j'ai un autre axe de réflexion, c'est que justement, on parle d'échange de savoir, d'enseignement, mais pour bien intégrer ce savoir, pour bien transmettre ce savoir, il y a aussi une notion de gestion des émotions. À aucun moment dans l'enseignement, on apprend aux enfants, peut-être même pas aux enseignants, à gérer ce qui se passe en eux. Quand les enseignants sont confrontés à l'imprévisibilité des enfants qu'ils ont devant eux, est-ce que ce n'est pas là un problème d'indigestion, un savoir qu'on ne connaît pas, qu'on doit se réapproprier en tant que société pour apprendre à coopérer, à partager, à échanger, à travailler ensemble. Je ne peux que souscrire à votre propos. Hein. Merci. Une question devant. Pardon. Oui. C'est simplement pour répondre au monsieur tout à l'heure qu'il y a des enfants qui ne veulent pas faire, embrasser ce métier d'enseignant. Moi j'ai une petite fille et je suis enseignant moi-même, j'avais un père institut et je suis en train de la dissuader de faire ce métier. Parce que je vois tous les problèmes que vous avez évoqués.
ça fait un peu peur, quoi, pour utiliser le terme de peur, mais bon, dévaloriser, oui, ça c'est sûr, pas de revenus suffisants, et puis après, ce qui se passe dans les classes, bon, elle veut faire ainsi, enfin, un professeur des écoles en maternelle, et elle est vraiment passionnée, hein, mais mon rôle, c'est aussi de lui mettre des garde-fous, quoi. Encore l'une ou l'autre question, hein, parce qu'il va falloir s'arrêter. Monsieur Chantier, j'avais À 10 heures, il y a une autre séance. Monsieur Chantier, j'avais une autre question à vous poser. Il y a une crise, il y a un changement sociétal qui est profond. Les élèves sont plus les mêmes, la contrainte de l'enseignant n'est plus la même, clairement. Mais ce changement, on le connaît dans tous les pays d'Occident et dans tous les pays d'Europe. Je lisais un papier il y a quelques jours, quelques semaines. Donc il y avait une crise des vocations en Allemagne qui était absolument considérable et des difficultés à trouver des enseignants en Allemagne. Est-ce qu'il y a une spécificité française de cette crise, ou est-ce qu'on retrouve partout la même difficulté? Est-ce qu'on a quelque chose de particulier en France? Est-ce qu'on a un système éducatif qui est particulier, des spécificités de la société qui font qu'au final, on connaît les mêmes difficultés que tous nos voisins européens, plus quelque chose chez nous? Oui, question complexe, hein, difficile. Lorsqu'on regarde un petit peu comment fonctionne l'Union européenne, le meilleur moyen de comprendre comment ça marche, c'est de travailler avec les fonctionnaires du Conseil de l'Europe qui font ce qu'on appelle l'éducation comparée. Des tonnes d'écrits ont été publiés pour essayer de juxtaposer ou de confronter les différents systèmes éducatifs européens. Et la France se distingue par un élément qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Chez nos voisins, la plupart de nos voisins, règne un vrai consensus autour de l'école. On entend par consensus, ça veut dire que les choix qui sont faits ne sont pas politiques. C'est des choix programmatiques ou scientifiques. Première chose. Deuxièmement, dans ces pays, l'école n'est pas le seul enjeu de réussite. Dans tous les pays, notamment du nord de l'Europe, on considère que l'école est une des possibilités pour réussir dans la vie, mais qu'il existe d'autres moments, d'autres lieux pour apprendre. Troisième approche, qui est un petit peu plus subtile, la France se distingue depuis quelques années par des choix budgétaires qui sont extrêmement douloureux. Nous avons une vocation de grand pays. Vous savez mieux que moi, vous avez été député. Un grand pays se doit d'être grand dans tous les domaines. Et on voit aujourd'hui que effectuer des choix, prioriser un certain nombre de grands axes, je pense à la justice, je pense à l'armée, je pense à tout ce qu'on veut, c'est presque impossible lorsqu'un pays a 3 000 milliards d'euros de dette. Ailleurs, pour s'en sortir, il a été décidé de décentraliser complètement le financement des établissements scolaires. L'Italie, c'est les régions, l'Allemagne, c'est les Länder, l'Angleterre, c'est les comtés, pour que le poids sur l'État soit réduit. C'est une astuce qui marche bien. Parce que nous, on a resté un système centralisé. Sur le plan européen, je crois que nous sommes un des derniers pays à avoir entièrement centralisé. Enfin, il semblerait que ce qui est évoqué tout à l'heure, à savoir la défiance de certains parents par rapport à l'école, est quelque chose qui soit atavique. J'ai souvenir que dans les années 20, en lisant tous les bancs qui étaient écrits, l'enfant qui rentrait à la maison, qui parlait de l'école, soit prenait une paire de baffes parce qu'il louait quelque chose qui était différent de ce que racontait le père, soit qu'il était lui-même loué parce qu'enfin il apportait du neuf. Ça a toujours été en France l'objet d'un débat. Je ne connais pas des pays d'Europe, pour avoir fait un peu d'éducation comparée, où l'école étant l'objet d'un débat.
Et donc, je comprends ce que je disais tout à l'heure, j'avais été extrêmement intéressé par ce que disait un homme politique récent, hein, en disant qu'avant toute réforme, il faut qu'on se pose le problème de fond, c'est quoi notre école, quoi? Parce que nous avons besoin, pour les 20 ans à venir, de réel consensus, d'un vrai consensus, sur des bases très simples, quoi. Et les questions qu'on te pose ce soir, quoi apprendre, comment apprendre, ensemble, seuls, c'est des questions qui vont en découler. Je voudrais sortir un tout petit peu de tout ce qui vient d'être dit, ici pour revenir sur un point très particulier. Alors, non pas parce que je ne connais pas l'enseignement, ou j'en sors, mais de l'enseignement universitaire. Moi, j'ai vu arriver, si vous voulez, en aval, tout ce qui se prépare, et sur 25 ans, je peux vous dire que c'est assez effrayant. Et donc, j'ai rien à ajouter de ce qui a été dit. Il y a un point qui me tient à cœur, c'est le problème de la langue vivante. Vous avez parlé, et à plusieurs reprises, apparemment, vous êtes bien impliqué dans ce projet, de la langue du voisin. Et c'est le terme qui me choque. Cette langue du voisin, dont, j'allais même dire, nos institutions politiques se gargarisent. Monsieur le maire me pardonnera volontiers, je pense, cette expression. J'espère en être rédimé, en tout cas. Mais cette langue du voisin a quand même quelque chose de choquant en Alsace. Que les Badois, par exemple, apprennent, en apprenant le français, la langue du voisin, ça se justifie. Historiquement, en Alsace, et c'est une société d'histoire qui nous accueille ici, historiquement, ça me paraît aberrant qu'on appelle ça la langue du voisin, alors qu'on a parlé, depuis l'installation des Allemands et des Francs, on a parlé beaucoup plus longtemps l'allemand sous ses formes écrites et dialectales que le français. Alors, si dans la tête des enfants, déjà dans la génération d'après-guerre, c'est-à-dire la nôtre, on a déjà vu cette répression linguistique à l'école, ensuite, Germain Müller l'avait très bien chanté avec Licht, on leur a mis en tête que c'est une langue étrangère, on leur a appris qu'il ne s'appelait plus Klein mais Klein, etc., etc. Et maintenant on appelle ça la langue du voisin. Il ne faut pas trop s'étonner que les résultats ne soient pas tout à fait à la hauteur de nos espérances, et c'est une litote, et que très rapidement, quand ils arrivent en 6e ou en 3e, dans le meilleur des cas, ils bifurquent pour l'anglais. Bon, je vais essayer d'être bref parce que le sujet est compliqué. En quelques mots, hein. Donc, le pari qu'a fait le recteur Dayon en 1982 était le suivant. Vous l'avez connu? Moi aussi. Et il considérait donc que l'alsacien était une langue germanique, que l'alsacien était parlé par beaucoup d'instituteurs et d'institutrices, et que donc il n'aurait aucune difficulté à enseigner l'allemand. Première erreur. Plus de la moitié des instituteurs en cette époque-là ne parlaient pas l'alsacien. Plus ou plus parlaient pas. Un quart des instituteurs refusaient de le parler. D'accord? Et un quart punissait les enfants. Voilà. Bon. Ensuite, premier problème. Deuxième problème qui a été posé. En Allemagne, notamment en Bade-Württemberg, lorsque la convention a été signée, le système scolaire allemand n'étant pas centralisé, étant très décentralisé, il a fallu, école par école, solliciter les conseils d'école pour demander si les parents, dans le conseil d'école, étaient favorables à l'introduction d'abord du français, puis des classes bilingues, français-allemand à l'Allemagne. Chez nous, c'est décidé au niveau rectorat. Et on l'a fait comme ça d'ailleurs ici à Molsheim et à Metzig. Avec l'accord des municipalités, c'est important. Or, les parents d'élèves, habitués à ce que leurs bambins apprennent l'anglais, lorsqu'ils ont vu un petit peu ce que c'était que la langue française, ont été effrayés par cette difficulté. Et donc, dans un conseil d'école sur deux, on va dire Württemberg, ça a été niet. Donc très rapidement, beaucoup d'écoles, notamment sur la bande rhénane, du nord au sud, hein, se sont engagées avec enthousiasme dans la langue allemande, sur les deux formes, hein, d'accord? Alors que vis-à-vis, les Allemands ont attendu que les enfants soient dans la 4e, 5e classe. Et puis on a constaté, dans les années 90, quelque chose qui nous a beaucoup attristés, nous attendions à ce que nos voisins allemands prennent le français première langue,
à partir du gymnasium au moins. C'est l'anglais. Donc le plan ne fonctionne pas. Et puis l'erreur commise par Victor Dayon, qui a été rappelée non pas par Gérard Muller, mais par un conseiller général, Grossman, de lui connaître, qui a contesté le fait que la langue allemande écrite était la forme écrite de l'alsacien. Il a rappelé de manière très dure en disant, lorsque l'alsacien parle, il s'écrit l'alsacien, lorsqu'il écrit, il écrit en français. Et c'est resté en fait la vérité scolaire. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Nous essayons de trouver avec nos voisins toutes les formes d'échange imaginables pour que la projet de nos hommes ait du sens. Parce que pour nos enfants, ça n'a pas de sens. Je prends juste un dernier exemple. On s'attendait à ce que, dans le cadre des villes jumelées, il y ait beaucoup d'échanges, que les gamins y aillent là-bas. Seuls 10% des gosses feront un séjour futile bref de l'autre côté du Rhin. Et tout est dit. C'est vrai pour le côté. Merci beaucoup. Le constat général a été plutôt sombre. Alors je voudrais encore poser moi une dernière question à Patrick. Est-ce qu'il y a quand même quelques motifs d'espoir? Peut-on espérer demain? Tu nous as parlé tout à l'heure de l'intelligence artificielle et ses apports éventuels, peut-être, mais est-ce qu'il y a d'autres motifs d'espoir? Je voudrais juste encore ajouter quelque chose. On a beaucoup parlé des difficultés des parents, des enseignants, des politiques, mais on n'a pas parlé des enfants. Je pense que pour les enfants, aujourd'hui, la scolarité ne doit pas être simple non plus. Parce qu'ils sont ballottés un peu de gauche à droite, et je pense que, comme tu l'as dit, il y a deux moments charnières, c'est le passage de la maternelle à l'école primaire, et ensuite l'autre moment charnière, c'est le passage entre l'école et le collège. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques motifs d'espoir? Et tu as parlé tout à l'heure d'Édouard Philippe, qui va créer, réfléchir, et c'est bien, mais en France, on sait surtout créer des commissions. Est-ce qu'il y a d'autres motifs d'espoir? Je ne pense pas avoir été négatif, je ne crois pas. Hein. Non, mais l'ambiance générale était négative, pas toi. Oui. Moi, pour dire que je suis très optimiste, il suffit que je me pointe le jour de rentrée scolaire, devant une cour de récréation, je regarde la cour de récréation, et je suis très optimiste. Ah, c'est bien. Merci de cette réponse. C'est vrai que l'avenir, c'est les enfants. Il a fait du progrès, mais c'est très politique, effectivement. Je voudrais vous donner quelques axes. Dans la continuation de cette conférence, notre cycle va se poursuivre le 10 mars 2023 avec une conférence qui s'appelle Umschulung, reconversion obligatoire des enseignants et des élèves pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est M. Daniel Morgan, grand spécialiste, qui va nous parler de ça, et nous le faisons en commun avec le mémorial de Schirmeck, où il y a actuellement une exposition très intéressante que je vous invite à aller voir. Elle a ouvert depuis le 1er, qui s'appelle Intoxiqué, qui explique très bien comment ça a été, comment les Allemands ont compris que si on voulait avoir une adhésion, il fallait commencer par s'attaquer aux enfants très jeunes et commencer dès la maternelle à former des jeunes à leur thèse. Ils ont échoué pour l'instant. Ils ont échoué globalement, sauf en Allemagne où ça a réussi quand même un certain temps. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que peut-être là où les Allemands ont échoué dans leur technique, peut-être que les réseaux sociaux arriveront. C'est la vision pessimiste de mon côté. Donc, conférence le 10 mars 2023 sur la Umschulung, conférence très intéressante. On aura également une conférence qui était déjà dans le premier cycle, qui s'appelle L'école au village en Alsace, qui est faite par M. Jean-Michel Beuler, qui habite à Gainsbourg et qui est professeur émérite de l'Université de Strasbourg et qui est le grand spécialiste des prémices de l'éducation en France. Conférence hautement intéressante le 12 mai 2023. C'est la pédagogie de Jean Sturm et du gymnase qui sera faite par M. Mathieu Arnold, qui est un grand spécialiste de Luther et un grand spécialiste de l'enseignement du Sturm. Donc ces conférences, vous voyez que notre cycle est très touffu et très dense, avec des conférences plus qu'intéressantes. En outre, je vais vous inviter à deux autres éléments que nous faisons en association avec les uns et les autres. D'abord, mardi prochain, en association avec le cinéma Le Trèfle, il y a un film qui va être projeté qui s'appelle Les Brillantes et qui concerne, Dany,
concerne l'illettrisme dans le milieu professionnel. C'est un film qui est vraiment, qui raconte vraiment l'histoire d'une femme qui est d'un grand illettrisme. Elle ne lit plus, elle n'écrit plus, et elle le cache, bien sûr. Voilà. Et donc le film commence à 19h45, c'est ça, 8h moins le quart, et après il sera suivi d'un débat où j'interviendrai un petit peu avec Trampoline, puisque l'association Trampoline travaille à la lutte contre l'illettrisme et au problème de l'illettrisme vécu au quotidien. Voilà. Autre conférence intéressante, une conférence qui est réalisée par le 44e régiment de transmission de Moulsik, le 24 mars 2023, c'est une conférence sur la guerre électronique. Donc le sujet hautement d'actualité. Elle est organisée en accord avec nous, mais les inscriptions se font auprès du cinéma Le Trèfle, et il y a un coût de 2 € par personne. Il vous ferez remarquer que les conférences de la Société d'Histoire sont gratuites. Grâce au soutien permanent et constant de la municipalité de Molsheim. C'est ce que tu voulais entendre. Voilà. Nous allons également certainement faire une excursion à Aaux, puisque notre prochain cycle, celui du deuxième semestre, sera consacré au thème sur la trace des Romains dans la région de Molsheim et environ. Donc on fera une exposition à Aaux en Suisse, probablement début peut-être fin avril ou peut-être en mai ou en juin. Autre information intéressante, vous avez à votre disposition une série de livres que nous vendons, et je voudrais insister ce soir sur 2 livres particuliers. Enfin, d'abord le livre qu'a fait Damien Chitter sur les châteaux et drones. Il a ramené une maquette qui a été réalisée à partir de du travail considérable qui a été fait. Il s'agit d'un livre où on parle aussi de potentiel, comment ça s'appelle, de la réalité augmentée. En fait, tous les châteaux d'Alsace les plus importants ont été filmés avec des drones, avec chaque fois 6 ou 7 000 vues, transformés et intégrés dans l'ordinateur en réalisation de plans de façade, de vues dans tous les sens. La réalité augmentée vous permet de rentrer et de sortir dans le château comme vous voulez. Et Fritsch et Piotr ont réalisé aussi des maquettes grandeur nature des châteaux à partir de ça. C'est absolument exceptionnel. Vous avez l'occasion de voir peut-être tout à l'heure une des maquettes. L'autre livre sur lequel je voudrais insister aussi, c'est les livres de la collection Baguettes et Marmelade de Dominique Müller-Fritsch, qui est une collection de livres consacrée justement au bilinguisme, avec des histoires qui sont racontées à la fois en français et en allemand. Ce sont des ouvrages absolument exceptionnels, faciles d'accès pour les enfants, et que tous les enfants alsaciens devraient avoir en accès libre, en permanence. Il y a aussi d'autres livres, le livre de Madame Dufour, etc. Donc vous voyez qu'on fait aussi un gros effort au niveau de la publication de livres et de la vente de livres intéressants. En particulier, cette année, on va aussi faire un nouveau livre qui s'appellera Auberge et aubergiste à Molsheim à travers les âges. Qui sortira, et puis fin de l'année, peut-être l'année prochaine, on fera enfin le livre sur la Révolution française. Il me reste maintenant à remercier le conférencier en lui donnant 2 choses, comme d'habitude. D'abord, des vins de la ville de Molsheim, et 2 livres de la collection Histoire et Patrimoine, un livre sur le Reichsland, qui est de circonstance, et l'autre sur les procès de sorcellerie. Voilà. Merci à la Chambre, merci à toi aussi. Voilà, et je vous demande d'applaudir en merci beaucoup. L'autre information que je voulais vous donner, c'est que nous sommes en pleine rénovation de notre site internet. Si vous allez le consulter, vous verrez qu'il est beaucoup plus facile d'accès, beaucoup plus attractif. Et on essaiera, si Patrick en est d'accord, de mettre l'essentiel de la conférence de ce soir en écrit pour que vous puissiez y accéder facilement et donc lire ça et prolonger les réflexions de ce soir. Malheureusement, ce soir, je ne peux pas vous inciter à aller boire un coup à côté parce qu'il y a un concert rock dans le hall et il n'y a pas de place pour nous. Maintenant, si vous voulez écouter le rock, personne ne vous en empêche. Pas moi en tout cas, n'est-ce pas, Philippe?
Donc à la prochaine conférence le 12 mars, le 10 mars et mardi prochain le film de Dany. Au revoir, à bientôt. Soyez prudents, il y a une marche en sortant.